On accueille notre prochaine invitée. Bonsoir Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Je voulais qu'on commence par écouter cette séquence interview d'Emmanuel Macron sur BFM TV ce soir à nos équipes. Et voici ce qu'il dit. Mais qu'on voit bien des discours à l'extrême gauche qui sont intolérables en termes d'antisémitisme, aujourd'hui. Et qui divisent la République. C'est pour ça que moi j'invite à toutes ces forces, quand elles croient à la République, à être dans l'esprit de responsabilité. On n'a pas le droit, parce que quelqu'un a un nom, parce que quelqu'un porte une kippa, parce qu'on pense que quelqu'un pourrait être juif, de l'essentialiser. Alors, il ne cite pas la France Insoumise, mais est-ce que vous vous êtes senti visé ce soir ? Absolument pas. D'ailleurs, il se trouve que le Conseil d'État a rendu une décision en 2024 qui confirmait dans cette décision que nous n'étions pas à l'extrême gauche, que l'extrême gauche par ailleurs existe dans ce pays, qu'elle est tout à fait respectable, mais par contre qu'il y avait bien une extrême droite. Donc je ne sais pas de qui parle le président de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je veux quand même pointer face à quoi nous sommes. Nous sommes à plus de 600 jours d'un génocide dont une commission de l'ONU a encore confirmé cette semaine qu'il s'agissait d'un génocide avec une volonté d'exterminer un peuple, le peuple palestinien. Et là où je rejoins le président de la République, qui devrait faire un peu attention à ce qu'il dit, puisque je rappelle que le président de la République a lui-même été qualifié d'antisémite par l'extrême droite de Netanyahou, que cette même extrême droite israélienne a qualifié d'antisémite le secrétaire général de l'ONU, mais aussi le pape, la Cour pénale internationale, et que donc il faut arrêter, je crois, de qualifier d'antisémite toutes les voix qui s'élèvent pour le respect du droit international et pour la paix. Et nous l'avons dit maintes fois, nous ne serons jamais d'accord avec le fait qu'on assimile nos concitoyens juifs avec des politiques génocidaires qui sont actuellement menées par Netanyahou. Mais parfois, il y a pu y avoir la confusion dans l'esprit peut-être du président de la République et de nombreux Français, quand après justement le massacre du 7 octobre, eh bien, il n'y a pas eu une condamnation franche de la part de la France Insoumise en qualifiant le mouvement du Hamas. Vous-même, Mathilde Panot, pardon, n'avez pas souhaité qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Mais comme l'AFP. Oui. Enfin, mais enfin l'AFP. Attendez, on va aller dessus. Nous avons absolument condamné... J'ai pas terminé ma question. Non, nous avons condamné les crimes du 7 octobre et nous avons soutenu le fait que la Cour pénale internationale demande à la fois des mandats d'arrêt contre Yoav Gallant, qui était l'ancien ministre de la Défense, mais aussi contre Netanyahou et contre ceux du Hamas qui ont perpétré ces crimes. Et ce que nous avons dit à chaque étape, c'est que une vie humaine vaut d'autres vies humaines et que toutes les vies se valent, toutes sans exception. Ce qu'a dit le président de la République aussi. Oui, ce qu'il a dit. Mais par exemple, il y a le mouvement du Hamas est un mouvement terroriste, oui ou non? Mais écoutez, nous étions dans un moment où le président de la République a pensé à un instant, rappelez-vous, en octobre 2023, a pensé à un moment faire une alliance contre le terrorisme, contre le Hamas, avec l'extrême droite qui parlait d'une guerre de civilisation. Nous avons, je crois, alerté, et l'histoire, malheureusement, nous donne raison sur ce qui allait se dérouler derrière. Et nous avons qualifié... Madame Panot, vous ne répondez pas à ma question. Non, nous avons qualifié le mode opérateur de terrorisme. Mais si vous voulez, on peut revenir alors 1000 fois dessus. Reposez votre question. Mais écoutez, vous n'avez eu de cesse d'expliquer que ce qui se passe à Gaza est une guerre contre le Hamas. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est encore confirmé par une commission d'enquête de l'ONU cette semaine. C'est un génocide. Mais vous pouvez faire toutes les polémiques que vous voulez, monsieur. Non, mais cette question-là... Je finis ma question. Si, vous voulez bien. Je finis ma question. Par ailleurs, il y a eu quand même des députés, des eurodéputés de chez vous, Madame Rima Hassan notamment, qui, à la tribune, a quand même soutenu, pour parler en bon français, qui a quand même soutenu le Hamas. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Et d'ailleurs, si vous vous intéressiez un peu de plus près à l'histoire de ce qui s'est passé avec le Hamas, vous sauriez que le Hamas a notamment été financé par Netanyahou pour justement détruire l'autorité palestinienne. On peut refaire l'histoire, effectivement. Non, on ne refait pas l'histoire, ce sont des faits. Ce sont des faits avec des propos qui ont été donnés. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes dans un moment avec 600 jours de génocide. Est-ce que vous avez entendu, par exemple, ces médecins australiennes qui racontent leur expérience à Gaza, qui racontent notamment une femme dont elles ont dû s'occuper, qui était enceinte de 9 mois, qu'elles ont dû accoucher par césarienne car cette femme est arrivée décapitée.
Savez-vous qu'à Gaza, est-ce que vous avez demandé la moitié libération de la population... Est-ce que vous avez demandé la libération des otages? Oui, nous l'avons toujours demandé, israéliens monsieur. Nous l'avons toujours demandé, et je vais vous dire... Est-ce que ça ne peut pas à être quel une moment priorité pour vous? Je vais vous dire, à quel moment y a-t-il eu des libérations d'otages? À quel moment? Il y a eu plusieurs Quand il y a eu un libérations. cessez-le-feu. Et surtout, il y a eu des morts. Quand il y a eu un Des cessez-le-feu, morts qui ont été ça ne vous a peut-être rapatriés. pas échappé que les familles d'otages manifestent elles aussi pour dire que le génocide doit s'arrêter et qu'il doit y avoir un cessez-le-feu, justement parce que c'est la meilleure manière Mais de pouvoir les otages libérer auraient dû les être otages. rendus tout de suite, Et je vais madame. vous dire, Tout de quand même suite. quelque chose sur... Vous connaissez cette phrase? Mais Est-ce que vous connaissez cette phrase? écoutez-moi, est-ce que je peux terminer une idée? Oui. Parce que sinon, ça va être compliqué pour celles et ceux qui nous écoutent. Je vais vous dire ce qui est révoltant. Ce qui est révoltant, c'est que même si le président de la République a dit que toutes les vies se valaient hier, ce qui est révoltant, c'est de voir qu'il n'y a toujours aucune sanction contre Netanyahou quand il y a eu 18 trains de sanctions contre M. Poutine pour la violation du droit international en Ukraine. Sauf que Il y vous a avez toujours vu, zéro. depuis, Et je vais vous dire, Mathilde Panot, depuis, excusez-moi, mais je vous vais l'avez bien terminer. entendu ce Je soir. vais terminer. Moi, j'avais demandé. Il se trouve que sur ma circonscription à Vitry-sur-Seine, il y a des grands-parents qui ont perdu... Monsieur Poutine a envahi l'Ukraine. Attendez, pas tous en même Attendez, temps. attendez. Et le Laissez-moi. Hamas a pris des Souffrez otages que je termine une phrase, s'il vous plaît. en Israël. C'est Souffrez quand même que je- très différent. Souffrez que je termine une phrase. Oui, bien Vous sûr. pourrez faire ensuite votre deux poids, deux mesures sur les vies qui ne se valent pas. Il se Ah non, trouve ça, qu'il y c'est a vous qui le des dites, grands-parents à Vitry-sur-Seine Personne ne dit qui, ça sur ce plateau. qui ont perdu leurs deux petits-enfants à Gaza. Ils étaient franco-palestiniens. Elle s'appelait Jana, elle avait 10 ans. Il s'appelait Obaïda, il avait 7 ans. Eh bien, il se trouve que nous avions, nous, demandé à ce qu'il y ait un hommage, comme il y avait un hommage que nous avons soutenu, j'étais d'ailleurs présente, aux franco-israéliens qui ont été tués dans les attaques du 7 octobre, qu'il y ait aussi un hommage qui soit rendu à ces victimes franco-palestiniennes. Parce que la France ainsi reconnaîtrait l'ensemble des vies qui ont été arrachées et l'horreur absolue de ce qui se passe à Gaza. Eh bien, le président de la République ne l'a jamais fait. Ne l'a jamais fait. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est révoltant et à quel point cela abaisse la France Mais est-ce que au vous niveau du droit saluez... international lorsque vous avez ce deux poids deux mesures qui semble effectivement révoltant? Vous avez entendu Emmanuel Macron ce soir qui dit que la France ne restera pas inerte, qui laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir des sanctions. Certes, elles arrivent peut-être un peu tard, mais il reconnaît l'État palestinien. Il est en train de dire que potentiellement, il mettra en place des sanctions. Est-ce que vous saluez quand même la direction que prend le président ce soir? Alors, sur la reconnaissance de l'État de Palestine, je veux dire à quel point c'est un pas décisif qui a été franchi. Je rappelle qu'il y a déjà 75 pays dans le monde qui reconnaissaient l'État de Palestine, que cela fait déjà 11 ans que l'Assemblée nationale avait voté en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine, qui était une promesse de François Hollande qui n'avait pas été tenue. Donc, c'est un pas qui est très important et qui est d'abord une victoire des peuples du monde partout qui se sont mobilisés, et y compris du peuple de France qui s'est mobilisé sur cette question. Après, évidemment, nous avons des sentiments mêlés, puisque nous sommes à 600 jours de génocide, je viens de le dire. Je rappelle que la population de Gaza, le génocide est commis contre des enfants, puisque c'est la moitié de la population de Gaza, et qu'il n'y a toujours aucune sanction qui est prise pour que l'on passe à des actes pour stopper ce génocide. Sauf qu'il Donc, faut l'aval nous de l'Union aurions aimé- européenne. Et il y a malheureusement, vous avez entendu aussi la présidente de la Commission européenne ces dernières heures dire qu'elle va prendre des mesures punitives, mais qu'il n'y a pas de consensus au sein de l'Union européenne, notamment la République tchèque, réfractaire à il y a ces sanctions. différents- Est-ce que ça dépend que de Alors, pour que Macron? tout le monde C'est ce que je veux comprenne dire. de quoi on est en train de parler. Il y a effectivement des discussions sur des sanctions qui pourraient se tenir au niveau de l'Union européenne, sanctions qui pour certaines sont au consensus, d'autres sont à la majorité simple et d'autres sont à la majorité qualifiée. Je passe dessus. Mais il se trouve que la France, comme pays, de manière unilatérale, pourrait prendre des mesures. J'aurais aimé entendre le président de la République dire ce soir, comme l'a fait aujourd'hui l'Espagne, qu'il décrétait un embargo total sur les armes, ce qu'a décidé l'Espagne aujourd'hui. J'aurais aimé entendre le président de la République parler des 55 Français qui se trouvent actuellement sur la plus grande flottille jamais organisée, avec une action qui, je le rappelle, est légale, celle de briser le blocus illégal de Gaza, alors que la famine est utilisée comme arme de guerre, et notamment avec 6 parlementaires de la France insoumise qui se trouvent au bord de ces flottilles. J'aurais aimé qu'il dise qu'il accorde une protection consulaire, ce que je lui ai demandé hier dans une lettre, à ces 55 Français qui s'est embarqués dans une flottille que normalement des citoyens et citoyennes ne devraient pas faire et sur lequel les États devraient agir. Est-ce qu'on peut revenir aux otages israéliens qui sont, pour certains, qui ont une double nationalité? Mais pourquoi vous ne voulez pas que je parle des retenus. Palestiniens? Parce que, oui, on n'a pas terminé. Ça commence là. Quand même. On en parle aussi. Ça commence là.
Et le donc, président de la République, je ne sais pas si vous avez écouté hier sa déclaration à la tribune, il a commencé par les otages. Heureusement d'ailleurs. Il aurait été malséant qu'il ne le fasse pas. Après, la reconnaissance de la Palestine, attendez, je termine. On ne peut pas la circonscrire à la question du 7 octobre. Je termine et après, ça fait quand même j'ai une question. Pas loin de 80 ans, ça devrait être reconnu. Ces otages, ils sont retenus par des combattants du Hamas dans les sous-sols de Gaza. Est-ce que d'une certaine façon, est-ce que vous ne comprenez pas, eh bien, que justement, il faudrait que ces combattants du Hamas commencent par libérer ces otages. S'ils libéraient ces otages, eh bien, la guerre s'arrêterait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi votre raisonnement est absurde. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il y a juste à côté la Cisjordanie. Y a-t-il le Hamas en Cisjordanie? Non. Non, il n'y a pas le Hamas. Or, il se trouve qu'en Cisjordanie, il y a déjà plusieurs centaines et plus de milliers de morts, et qu'il y a eu une décision notamment de continuer la colonisation en Cisjordanie, et notamment une décision de la Knesset qui a été prise cet été. Est-ce que c'est pas lié, à votre avis? Ah oui, alors du coup, c'est le Hamas le problème ou c'est pas le Hamas le problème? Mais je vais vous dire, là où vous vous trompez complètement, c'est qu'il faut une solution politique. Et que quand nous disons un crime est un crime, cela commence par arrêter Netanyahou, qui, je le rappelle, a agressé 7 le Hamas, de ses qui rend les États otages, voisins. Et la guerre est finie. Mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Si. Non, Ça n'arrêtera pas, pardonnez-moi, mais juste pour Rokhaya Diallo. Je pense que ça n'arrêtera pas la colonisation en Cisjordanie. C'est-à-dire que le 7 octobre, c'est un drame, je pense qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour le dire, mais Israël, on se prenait déjà le droit international avant le 7 octobre. Il y avait déjà des ONG qui qualifiaient. Non, mais le Hamas, ce n'est pas une entité qui se présente comme démocratique. On est d'accord. Nous présentons, et on n'a pas des relations diplomatiques avec le Hamas. Donc moi, je parle en tant que Française, et effectivement, mon pays a des relations diplomatiques avec un pays qui se présente comme une démocratie, qui enfreignait le droit international. Des ONG qualifiaient déjà le statut des Palestiniens d'apartheid, et la colonisation s'est poursuivie de manière illégale. Cher Rokhaya, qu'est-ce qu'on a fait contre Daesh? Est-ce que je peux terminer ma phrase? Qu'est-ce qu'on a fait contre Daesh? Quel est le rapport avec ce que je suis en train de dire? Israël contrevient le droit international. Moi aussi, je vais vous dire quel est le rapport avec Daesh. Donc cette question-là, en fait, la question de la reconnaissance de la Palestine, effectivement, c'était un engagement de campagne de François Hollande, et la résolution de 1948 qui a permis la proclamation de l'État d'Israël demandait aussi la création d'un État palestinien. Donc cette question-là, oui, mais ce que je veux dire, c'est que donc la question, on ne peut pas faire comme si elle émergeait, elle surgissait uniquement en 2025. Qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis quand ils ont été agressés par des terroristes venant du Proche-Orient? Qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes, le Français, mais aussi Britanniques, contre la Syrie, contre d'autres pays où étaient réfugiés des djihadistes? Non, mais par on n'a contre, pas demandé la permission. Oui, pardon, on est allé les taper. Sauf que Israël, le droit existe et les exécutions extrajudiciaires, extraterritoriales, elles ne sont pas légales. Ça n'empêche pas que les otages sont toujours là-bas. Oui, mais bon, c'est pas légal. Si les otages étaient rendus, il y aurait la paix. Oui, mais quand c'est on bombarde, écoutez, Netanyahou est en train d'instrumentaliser justement des groupes affiliés à Daesh pour justement contrer le Hamas. Donc en fait, ça continue comme ça. Donc arrêtez de dire des choses fausses qui ne correspondent pas à la réalité. Je ne dis pas de choses fausses. Je dis la stricte vérité, madame. Tous ceux qui font croire que tout a commencé le 7 octobre 2023, comme vous êtes en train de le faire croire, commettent une faute politique et morale. Cela n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Nous parlons de colonisation, nous parlons d'apartheid. Non. Là, je vous parle de vie humaine. Alors, s'il vous plaît. Oui, moi aussi, je vous parle de vie humaine, monsieur Réa. Quand vous vous autorisez à parler de génocide, vous en parlez. Non. Il n'y avait pas de génocide avant le 7 octobre dans votre bouche. Je ne m'autorise pas à parler de génocide. Ce sont les mots à la fois d'une commission d'enquête qui vient de l'ONU, ce sont les mots d'organisation internationale, c'est les mots qui viennent justement de la justice internationale. Donc après, si le droit ne vaut plus rien, vous pouvez le dire directement. C'est pas ce que j'ai dit. Mais à ce moment-là, effectivement, on permet à M. Netanyahou de continuer ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire de frapper à la fois, d'occuper et de frapper le Liban, comme ils l'ont refait encore récemment, d'occuper une partie de la Syrie, de frapper si les otages étaient libres, tout serait terminé. Pas la colonisation. On aimerait, s'il vous plaît, revenir sur la situation également en France. Sébastien Lecornu a reçu Force ouvrière hier. Il doit recevoir à nouveau demain des syndicats. Pour vous, c'est toujours niette, aucune discussion possible. Vous êtes le seul parti à ne pas avoir discuté avec Sébastien Lecornu. Mais oui, mais parce que la nomination de M. Lecornu est la continuité du coup de force qui se fait depuis plus d'un an, avec d'ores et déjà 3 premiers ministres qui ont été nommés depuis la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Élection que je rappelle, les macronistes ont largement perdu et dont Emmanuel Macron veut continuer coûte que coûte la même politique. Monsieur Lecornu est le seul homme de ce pays qui a été membre de tous les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 8 ans, qui est comptable du bilan catastrophique
du pays. Mais il propose la rupture, Sébastien Lecornu. Il cherche des voies de sortie. La taxe Zuckman est au cœur des discussions et visiblement, il pourrait y avoir des bougées sur cette taxe Zuckman, ce qui en vient à agacer les patrons. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction du patron du MEDEF, Patrick Martin, aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. Nous organiserons, toute organisation patronale confondue, un énorme meeting dans quelques jours pour dire positivement, joyeusement ce que nous sommes et ce que nous sommes fiers d'être. On voudrait signifier que les entreprises ne sont pas que des actionnaires, des actionnaires assoiffés de dividendes et indifférents à l'intérêt général. Moi, je ne sais pas danser la Zuckmania et je n'ai pas l'intention de m'y adonner. Qu'est-ce que vous répondez aux patrons qui sont inquiets justement parce que les choses ont l'air de bouger et qu'il se peut que les plus riches soient mis à contribution, Mathilde Panot? Eh bien, qu'ils ont raison d'être inquiets, parce que si nous ne croyons pas une seule seconde au fait que M. Lecornu ferait une quelconque rupture avec une politique macroniste qu'il a lui-même contribué à faire et à mener depuis plus de 8 années. Nous avons... Et c'est pour ça qu'ils doivent être inquiets, nous avons gagné une victoire idéologique. Et cette victoire idéologique est celle qui notamment a permis au mouvement populaire à la fois du 10 septembre et du 18 septembre d'être des succès populaires. Cette mobilisation très forte qui dit que maintenant ça suffit, qu'il n'est plus possible de vivre dans un pays, 7e puissance économique au monde, dans lequel les 500 plus grandes fortunes ont vu leur patrimoine doublé depuis 2017 et par contre 1,2 million de personnes tombées sous le seuil de pauvreté. Que maintenant ce n'est plus possible d'avoir une personne sur 3 dans ce pays qui se prive régulièrement de repas juste pour pouvoir nourrir ses enfants, qui n'arrive plus à payer ses factures d'électricité, qui n'arrive plus à aller en vacances, qui n'arrive plus à se payer même des petits plaisirs de la vie, aller au cinéma, aller au restaurant. Donc le fait que certains se soient gavés autant avec la politique faite pour les plus riches est une période qui doit être révolue. Est-ce qu'à ce moment-là, si d'aventure M. Lecornu accédait à la demande notamment du Parti socialiste qui dit « nous on ne censure pas si vous adoptez certaines de nos mesures », est-ce que vous pourriez être en mesure de vous abstenir d'une censure immédiate si le gouvernement de M. Lecornu accédait à ces demandes? Alors, absolument pas. D'abord, M. Lecornu ferait juste respecter la démocratie parlementaire. Je rappelle que l'année dernière, sur un amendement insoumis, nous avons d'ores et déjà fait adopter la taxe Zuckman. Qui a été battue au Sénat. Le gouvernement, oui, mais comme l'Assemblée a le dernier mot, ça vous semble quand même important de dire que nous avons gagné à l'Assemblée. On n'est pas revenu en deuxième lecture. Nous avons gagné à l'Assemblée et c'est le gouvernement qui l'a enlevé par 49-3. Donc, nous avons tout à fait les moyens de le faire, comme si le gouvernement macroniste nous laissait voter, nous aurions d'ores et déjà abrogé dans notre niche parlementaire la retraite à 64 ans, dont personne ne veut dans le pays et qui continue toujours d'être une revendication très forte des mouvements populaires. Donc je vais vous dire, ce que nous nous proposons au pays est une issue positive, démocratique, celle de dire nous devons aller vers une élection présidentielle. Un système de retraite qui sera infinançable avec les non, mesures pas que plus vous d'impôts. proposez. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que de vouloir absolument la rupture, vous ne parlez que de rupture, on va dire de révolution, est-ce que vous ne pensez pas que le pays a besoin immédiatement, il y aura une présidentielle en 2027 peut-être, en tous les cas ou plus tard en 2027, vous ne pensez pas qu'il faut faire un petit effort pour arriver à un compromis? Ou le mot compromis, c'est quelque chose que vous bannissez de votre langage pour l'éternité. C'est quand même gonflé de nous demander ça, alors que c'est la Macronie qui continue coûte que coûte la même politique qui a toujours mené au même échec. Là, visiblement, et avec une violence et une brutalité sociale qui est quand même assez extraordinaire. On l'a vu encore avec 80 000 forces de police et de gendarmerie. Mais pardon, Mathilde Panot, en l'occurrence, pardon. Non, en fait, je veux quand même vous dire pourquoi c'est important. Pourquoi est-ce que c'est une issue démocratique de revenir maintenant à l'élection présidentielle? Nous n'allons pas vivre dans un pays qui va changer de gouvernement tous les 2 ou 3 mois. Et lorsque nous sommes dans une impasse, que Emmanuel Macron a lui-même créée, lorsque nous sommes dans une impasse, alors la chose qu'il reste, la solution qu'il reste, c'est de revenir devant le peuple qui tranchera entre les grandes options. Parce que sinon, nous allons perdre je ne sais combien de temps. Et je vais vous dire, quand vous dites tout le temps plus d'impôts pour les gens, non. Nous, dans notre programme, tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € ont moins d'impôts. Par contre, nous proposons de faire un partage des richesses, qu'on arrête avec un séparatisme fiscal des riches, parce que c'est ce qui se passe dans ce pays, qui est insupportable. Et c'est insupportable de voir dans le 7e puissance économique au monde qu'il y a
des milliers d'enfants qui dorment à la rue, qu'il y a des milliers d'enfants en situation de handicap qui justement, Mathilde Panot, vous ne maintenant, il faut répondre aux besoins des gens. Vous ne cessez de répéter qu'il faut le départ d'Emmanuel Macron. Mais en l'occurrence, il y a un Premier ministre qui est à la tâche pour essayer de trouver des compromis, des solutions, et qui va, encore une fois, dans votre sens, qui veut essayer de faire contribuer les plus riches. C'est visiblement ce qui est clairement sur la table. Mais non, il faut que tout le monde comprenne. Pourquoi rester dans votre couloir? Il faut que tout le monde comprenne. D'abord, ce que M. Lecornu a dit dès le départ, c'est qu'il retirait les 2 jours fériés qui avaient effectivement beaucoup cristallisé de colère, qui était la suite de ce qui avait été fait avec le vol de 2 ans de vie, avec la retraite à 64 ans. Donc il retire. Mais s'il retire, qu'est-ce que ça veut dire, pour que tout le monde comprenne? Ça veut dire qu'il repart du plan Bayrou. Et le plan Bayrou, qu'y avait-il dedans? Il n'y avait pas seulement les 2 jours fériés qu'il voulait enlever au peuple de France, il y avait aussi l'année blanche, que nous appelons l'année noire, celle qui enlève des centaines d'euros à la fois aux retraités, aux allocataires de l'allocation adultes handicapés, aux salariés, etc. Il y avait aussi le fait qu'on arrête de prendre en charge certaines maladies longue durée, une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Parce que tous les économistes, franchises médicales. Beaucoup d'économistes s'accordent à dire qu'il y a urgence pour faire des économies, Mathilde Panot. Eh bien, il y a urgence à rompre avec le macronisme. 44 milliards d'euros d'économies. Celui qui a créé 1000 milliards de dettes, ce n'est pas nous. Qui a créé 1000 milliards de dettes dans ce pays? C'est Emmanuel Macron et la politique qui a été faite de cadeaux aux plus riches et aux multinationales. Non, nous ne sommes ni d'accord avec le fait qu'on ait supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, la flat tax. Mais vous faites comme les macronistes. Essayez de faire croire que ce sont les gens qui ont mangé l'argent de ce pays. Mais pas du tout, les gens n'ont pas mangé l'argent. Ça a été fait pour essayer de les soulager de l'inflation. Pourquoi est-ce que nous sommes champions en Europe du nombre de millionnaires dans ce pays? On est champion de la dette aussi. Oui, mais d'accord, mais alors du coup peut-être qu'on pourrait arrêter. Vous avez peut-être entendu ce qui s'est passé avec Stellantis. Sur les 2000 emplois sur lesquels il y a un chômage partiel qui serait déclaré pendant 3 semaines. Moi déjà, je veux apporter mon soutien aux 2000 salariés de Stellantis et aux sous-traitants derrière. Stellantis, c'est un exemple de ça, de ceux qui ne cessent de se gaver. Ils ont distribué en 2024 4,2 milliards de dividendes. Ils ont un patron, M. Tavares, qui se distribue un salaire de 36 millions d'euros, soit 1700 fois le SMIC. 1700 fois le SMIC. Donc, non. C'est pas certes, parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes dans ce pays qui ont peur de perdre leur emploi. Et tout le monde souhaite que tout le monde gagne mieux sa vie. Mais j'ai une petite question, deux questions à vous poser. La première, c'est qu'il y a aussi une transition qui s'opère dans les modes de vie de la société. Les gens achètent beaucoup moins de voitures. Et quand ils ont les moyens de s'en acheter, les voitures électriques coûtent cher, donc ils préfèrent acheter des voitures d'occasion, très souvent. Donc là, il y a un problème majeur qu'on n'a pas su anticiper. Et on fait face, c'est pour vous répondre, on fait face à la concurrence des Chinois. Vous avez tout à fait raison. Concurrence de pays émergents qui n'ont pas les mêmes règles que nous et qui nous tondent la laine sur le dos. Eh ben, nous sommes tout à fait d'accord et c'est pourquoi nous sommes favorables à un protectionnisme solidaire qui permet justement de faire en sorte de protéger l'industrie française. Nous avons fait dès février un plan de sortie de crise de l'industrie automobile. Je rappelle que c'est 200 000 salariés dans ce pays et que depuis 5 ans, ils ont perdu 25 000 emplois nets et si on prend même sur un peu plus longtemps, 120 000 emplois nets. Donc il faut arrêter l'hémorragie sur cette question. Ça passe par un protectionnisme. Mais ensuite, je vous donne raison sur un autre point. Quel est le problème du plan Bayrou qui a été fait et de la promesse sans cesse de rembourser la dette et de l'austérité à tout va? C'est qu'à la fin, ça contracte l'économie. Cela a un effet récessif. Et pourquoi est-ce que ça a un effet récessif? Car nous sommes en France et qu'en France, vous le savez, la croissance est tirée à 53%, c'est-à-dire à plus de la moitié, par la consommation populaire. Et donc, quand il n'y a plus de consommation populaire parce que les gens sont étranglés à la gorge, alors ils ne vont plus au restaurant, ils ne vont plus chez le coiffeur, ils ne vont plus, bref, acheter une voiture, d'autres choses comme ça. Et donc, ce n'est pas seulement un plan qui est injuste, c'est un plan qui est dangereux pour le pays. Alors, la deuxième question, c'était de se dire que si vous faites partir avec vos mesures qui sont extrêmement sévères sur le plan fiscal contre les plus aisés, si vous faites partir ces gens de France, est-ce que vous ne risquez pas de vous retrouver un peu comme dans la situation de François Mitterrand en 1981, qui avait fait une offensive assez forte là-dessus, 2 ans après, qui a été obligé de changer
de braquet parce que la France était exsangue. Alors, et qu'il y avait il faudrait un peu travailler les dossiers. Il se trouve que peut-être avez-vous vu les études du Conseil d'analyse économique. Le Conseil d'analyse économique est directement rattaché à Matignon. Donc vous ne direz pas que c'est une officine insoumise qui a rendu un rapport fait par des économistes que qui j'ai montre vu. Alors on va redonner ce qu'il y a dans ce rapport, qui montre que si on augmente la taxation, notamment sur les patrimoines des plus riches, attention, tenez-vous bien, il faut avoir très très peur. Il y aurait un départ qui augmenterait des personnes riches de 0,003% à 0,03%. Autant dire rien du tout. Et juste sur la taxe Zuckman, je veux reprendre un argument qui est donné par l'économiste l'optimisation fiscale. qui est donné par l'économiste Piketty, qui est à mon avis très important. Il se trouve que si on prend entre 2010 et aujourd'hui l'augmentation des 500 plus grandes fortunes de ce pays, qui se sont enrichies, multipliées par 5, donc plus 500%, ce que personne évidemment n'a eu dans ce pays. Il dit qu'il faudrait un siècle. Oui, je pensais c'est que ça a doublé depuis 2017. Il faudrait un siècle pour les faire revenir avec une taxe seulement à 2%, qui est une taxe plancher en plus, un impôt plancher. S'ils payent leurs impôts, ils n'ont rien à payer. Il faudrait un siècle pour les faire revenir au niveau de 2010. Donc je vais vous dire, si les grands patrons ont peur aujourd'hui, eh bien avec nous, ça sera un vrai partage des richesses. Nous, on remettra l'impôt de solidarité sur la fortune, justement, qui a été enlevé par le gouvernement au tout début d'Emmanuel Macron. Nous mettrons fin à la flat tax. Nous mettrons un partage des richesses. Et ça n'aura pas un impact sur l'investissement, notamment sur la création de l'emploi, Mathilde Panot. Vous n'avez pas vu que depuis 8 ans, on fait la même politique et à quoi ça mène ? Oui, à quoi ça mène ? Il y a eu des créations d'emplois. Il y a eu des créations d'emplois. Il y a eu des créations d'emplois. Le nombre de destructions d'emplois qu'il y a dans ce pays. Vous avez peut-être pas noté que l'année dernière, il y a eu un record de défaillances d'entreprises de 66 000 entreprises. Entre 2017 et 2023, le nombre d'emplois a augmenté singulièrement. Si vous êtes très content de la situation, c'est très bien. Mais je dis juste que nous voulons une rupture avec cette logique. C'est factuel. Je vous dis que le nombre d'emplois a baissé. Il y avait à peu près 9% de chômeurs. Oui, enfin, vu le nombre de chômage en moins. Franchement, on préfère que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre sens. Il y a eu 4 réformes de l'assurance chômage qui ont radié énormément de gens ou qui les ont mis dans d'autres cases. Donc, recréation d'emplois. Sans ces réformes, il y aurait de grandes difficultés pour assurer Eh bien, je dis juste que vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe, par exemple, en Espagne, qui a des scores impressionnants. Vous connaissez le montant des indemnités des chômeurs en Espagne ? Mais je ne parle pas de l'assurance chômage. Vous savez, moi, j'aime la sécurité sociale, j'aime l'assurance chômage. Je préfère le chômage en France que le chômage en Espagne. Le modèle social de notre pays. Vous ne connaissez pas le système d'assurance chômage? Oui, d'accord, mais vous savez peut-être qu'en Espagne, on est en train de faire une politique qui est quand même absolument différente de ce qui est en train de se passer. Moi, je ne vous parle pas de l'assurance chômage en France que le système mais moi aussi, mais ce n'est pas ça dont je suis en train de parler. Non, je suis en train de parler de la relance par la consommation populaire et que c'est cette relance sociale et écologique qui permettra de mettre un terme à la politique de malheur d'Emmanuel Macron. Un dernier mot, il y a eu des manifestations le 10, le 18. Manuel Bompard sur notre antenne appelait à manifester le 21, donc dimanche dernier. Ça n'a pas tellement pris. Est-ce que ces mouvements-là vont faire pchit? Est-ce que vous appelez à nouveau à des rassemblements ces prochains jours? Pour celles et ceux qui nous écoutent, les organisations de jeunesse appellent à manifester, d'ailleurs avec quelques syndicats qui commencent eux aussi à appeler. Ils appellent à manifester le 25 septembre et il y aura, je crois, d'autres dates, notamment parce que, vous le savez, les syndicats doivent être reçus par M. Lecornu demain et que je doute très fortement qu'il y ait des réponses à leurs revendications. Merci beaucoup, Mathilde Panot, d'être passée nous voir sur BFM TV.